Bonjour, bienvenue à ce webinaire organisé par Nomios à destination de nos clients du secteur public. Aujourd'hui, je suis accompagné de Louise Delabarre, notre directeur SOC Nomios, et de Jonathan Belfuez, avant-vente chez Cisco. Je vous laisse la parole, messieurs. Merci Jean-Christophe. Voici l'agenda que nous allons partager pendant cette session. On a voulu faire un agenda relativement simple avec 3 points, mais qui ira direct au sujet. Le premier point, on va faire un petit rappel sur ce que c'est qu'un SOC et pourquoi l'externaliser. On ira ensuite, grâce à Jonathan, sur la partie retour d'expérience par Cisco sur les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Et puis, on terminera par l'offre concrète qui a été créée par Nomios et Cisco. Alors, comme promis, voici un premier élément qui nous permet d'alimenter le débat. Qu'est-ce que c'est qu'un SOC? Évidemment, je dirais que communément, tout le monde accepte de dire qu'un SOC permet évidemment de collecter et de gérer les journaux, mais d'autres fonctions sont nécessaires afin de répondre rapidement aux incidents de sécurité. Une des fonctions qui est parfois totalement sous-estimée, c'est la connaissance du paysage des menaces, ce que certains appellent le trade intelligence ou la connaissance des menaces. Alors, on peut parler des acteurs, on peut parler des méthodes d'attaque, des techniques d'attaque et plus souvent des indicateurs de compromission, aussi appelés IOC. Donc un SOC doit être en mesure, évidemment, de bien connaître l'ensemble des menaces et des techniques derrière ces menaces afin de bien réaliser son travail. Et puis, un point qui est important et qu'on essaiera de bien détailler pendant la présentation, il faut aussi être en capacité à classifier et à créer des alertes en fonction des contextes et de l'environnement de nos clients. Vous verrez que à la fois les analystes, mais également la méthodologie mise en œuvre, ainsi que la technologie, nous permettent de nous adapter à l'environnement de nos clients et surtout de gérer et de classifier ces alertes en fonction de leur organisation, de leurs assets et de leurs techniques. Une fois qu'on a compris le rôle d'un SOC, deuxième question qu'on peut se poser, pourquoi externaliser son SOC? Évidemment, ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est le fait d'avoir un accès à des experts spécialisés. Aujourd'hui, je ne ferai pas une longue description de la difficulté de recruter des experts, néanmoins, c'est une réalité à laquelle on fait face quasi quotidiennement. Le deuxième aspect non négligeable, la cybersécurité, ce n'est pas uniquement pendant les heures ouvrées. Il est important d'être en capacité à réagir aux alertes en 24/24, 7 jours sur 7, y compris évidemment les week-ends et les jours fériés. La réponse doit être immédiate. On connaît des menaces qui, en quelques minutes, sont en capacité à corrompre, on va dire, les assets critiques de vos systèmes d'information et même, pourquoi pas, l'ensemble de votre système d'information. Donc, l'immédiateté de la réponse est évidente. Il faut vraiment réagir très, très vite. Efficacité des coûts, le fait d'externaliser vous évite d'avoir des coûts qui explosent. On a une certaine prédictibilité, surtout si on s'engage sur 1, 2 ou 3 années avec son fournisseur de SOC. Donc, une prédictibilité totale des coûts liés à ce SOC. Les nouvelles technologies, il est de notre devoir, en tant que fournisseur de ce service, de vous informer de l'évolution de vos outils, par exemple un EDR ou un XDR. Donc, l'évolution de ces outils, mais également, pourquoi pas, des approches nouvelles et pourquoi pas des techniques totalement innovantes. On parlera, par exemple, de l'IA. Conformité et reporting, beaucoup de responsables informatiques et responsables de sécurité demandent une conformité, des reportings surtout, puisque c'est une des façons également de justifier les budgets qui ont été décidés et mobilisés pour cette externalisation de SOC. Et puis, un point qui est important, un SOC, ça n'est pas que réactif. Ça peut être également proactif. Différentes fonctions du SOC permettent d'être proactifs, comme par exemple la recherche de compromission. On appelle cela parfois le threat hunting. Donc, cette recherche de compromission est évidemment proactive. Et le fait également de faire des recommandations concernant votre système d'information pourquoi pas, améliorer la protection et donc être proactif sur les alertes. Une fois qu'on a compris pourquoi externaliser le SOC, il est aussi important de se dire, mais oui, mais quelle technologie utiliser? Nous proposons la techno qui s'appelle Cisco XDR pour les 5 raisons qui sont affichées sur ce slide, avec pour moi la principale qui est au milieu, mais je vais commencer à gauche. Donc évidemment, une solution qui permet de détecter et de gérer les menaces
dans un environnement totalement centralisé et unifié. C'est important. On veut collecter l'ensemble de télémétrie et des alertes et les centraliser en un point unique pour corréler, automatiser la réaction et pourquoi pas avoir des scénarios de détection beaucoup plus élaborés. Le deuxième point qui me semble important lorsqu'on parle de Cisco XDR, on aimerait évidemment, et c'est important, avoir une solution qui reste ouverte. On parle bien d'une solution qui est éditée par Cisco. Néanmoins, nous sommes en capacité d'intégrer des solutions qui ne sont pas Cisco. Vous verrez qu'on a réalisé des packages, enfin des offres commerciales, pardon, qui s'adaptent à vos environnements. Mais au moins, techniquement, la solution nous permet de consolider des télémétries, des alertes provenant de solutions et de technologies non Cisco. Le troisième point, et je crois que Jonathan en parlera beaucoup mieux que moi, c'est évidemment cette capacité à collecter des informations, alertes et télémétrie, provenant de plein de composants différents de votre système d'information. Que ce soit l'endpoint, le réseau, le cloud, la protection de vos emails, évidemment la gestion des identités. En tout cas, la force de la solution Cisco XDR est d'être en capacité à collecter toutes ces informations-là. Évidemment, une fois qu'on a collecté, qu'on a mis en place des règles de détection, il est important de hiérarchiser les menaces. Quand on dit hiérarchisation, je l'ai dit sur le slide précédent, mais cette hiérarchisation, elle dépend grandement de vos environnements, de votre contexte. Ce qu'on va proposer ou recommander à un client est peut-être très différent de ce qu'on recommandera à un autre client. Donc, il est important de s'adapter, mais aussi d'être en capacité à automatiquement catégoriser et hiérarchiser ces menaces. Et puis, lorsqu'on parle de SOC et surtout du stack technologique qu'il y a derrière le SOC, eh bien, il faut être en capacité à automatiser et à orchestrer. Automatiser, évidemment, la réaction aux alertes et orchestrer pour, évidemment, se focaliser sur les alertes les plus importantes. Je passe la main à Jonathan pour vous faire un retour d'expérience sur les JO et les Paralympiques de Paris 2024. Oui. Donc, du coup, une des questions qu'on a souvent, en fait, par rapport à Cisco XDR, c'est OK, quelles sont vos références, qu'est-ce que vous savez faire, etc. Et donc, on aime bien montrer l'exemple et l'objectif de cette section, en fait, c'est de vous montrer à quel point, en fait, Cisco a été présent à l'intérieur des JO. Et pour ceux qui ne savaient pas, on était aussi présent dans le SOC et dans la sécurité opérationnelle des Jeux Olympiques. Maintenant, quand je dis Jeux Olympiques, je veux dire quoi? Chez Cisco, en fait, quand on était côté JO, on a protégé le comité olympique d'organisation des Jeux. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en gros, on protégeait l'ensemble des sites des compétitions, les hôtels, le réseau qui permettait aux journalistes de se connecter et d'avoir accès à Internet pour pouvoir publier, etc., des articles, le village olympique, etc., etc. Et Cisco, en fait, dans cette architecture, a fourni 80% de son portfolio, et ça allait donc du réseau lui-même jusque la full stack observability au niveau des applications, en passant par la collaboration, la promesse 5G et la sécurité, dont on en a mis quasiment 95% du portfolio sécurité Cisco pour sécuriser l'ensemble de cette architecture. Côté service, on avait à la fois des équipes de service qui pouvaient build et créer les réseaux et créer et mettre en place les solutions de sécurité, mais aussi on avait des retainers et des temps de service Talos pour faire tout ce qui est threat hunting et répondre aux incidents de sécurité si jamais il y avait un incident critique pendant les Jeux. D'accord? Donc, ensuite, quelle est cette architecture? J'ai dit on met 95% du portfolio. En fait, on a déployé énormément de solutions. Alors, ça peut paraître complexe comme ça, mais en fait, en vrai, c'est un gros campus de 4000 personnes, d'accord? On a un réseau, des utilisateurs, des applications, des data centers. Et donc, du coup, dedans, on a dû positionner nos solutions pour protéger tout ça. Alors, question qu'on a souvent, est-ce que du coup, Cisco a positionné ses produits à cause du partenariat? La réponse est non. On a vendu tout ça aux clients. D'ailleurs, l'équipe opérationnelle qui s'occupait de la sécurité ne connaissait pas Cisco en termes de sécurité avant le début des JO. D'accord? Enfin, avant qu'on commence à travailler avec eux pour intégrer l'architecture. Donc, tout ça, on a mis tout un tas de solutions, l'ISE pour le NAC, le NDR, et il y a quelque chose qui a pris énormément de place, qui n'était pas spécialement prévu au début dans l'infrastructure, mais on a Cisco XDR qui a pris vraiment beaucoup de place dans l'architecture. Et il a été vraiment le point de centralisation de l'ensemble de la télémétrie, à la fois des solutions Cisco et non Cisco de l'architecture, sur lequel le SOC s'est basé pour pouvoir faire sa réponse et sa détection d'incidents de sécurité. D'accord? Donc,
Maintenant, la question qui se pose, on avait une architecture, on était protégé, d'accord, on avait un système de détection d'incidents. Par contre, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. On a vu, par exemple, beaucoup d'attaques DDoS qui ont eu lieu pendant les jeux. Et je pense que l'ANSSI, dans leur rapport, parce qu'ils ont publié un rapport de qu'est-ce qui s'est passé en tout au niveau de la France dans les jeux, je pense qu'ils parlaient plus ou moins 20 à 25% d'attaques DDoS sur l'ensemble des incidents qui ont été déclarés chez eux. On a eu l'incident CrowdStrike une semaine avant les jeux, et donc du coup, quand on dit qu'on a intégré des solutions de third party, oui, on a intégré du coup du CrowdStrike à l'intérieur de notre XDR pour pouvoir faire la visibilité endpoint. Et là, vous voyez typiquement une tuile de XDR qui montrait pendant l'incident la perte du nombre de PC au fur et à mesure que l'incident arrivait. Et puis finalement, on a eu un gros coup de chaud, on va dire, parce que pendant les jeux, il y a eu un événement politique qui est arrivé, qui est l'arrestation d'une personne, d'une personne russe. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, ça a commencé à allumer toutes les alarmes côté SOC, parce qu'en fait, on a commencé à penser qu'on allait voir, en rétaliation à cette action, qu'on allait voir des attaques de type étatique arriver côté JO. Donc, c'est là où, en fait, on a commencé à amasser tout le monde, à faire du threat hunting vachement plus poussé aussi pour aller chercher, pour voir s'il n'y avait pas des groupes vachement plus furtifs que d'habitude qui avaient réussi à rentrer dans le réseau, etc., etc. Dans le tableau, vous pouvez voir en fait plus ou moins la taille de la télémétrie qu'on a récupérée au fur et à mesure. Et donc, notamment au niveau du trafic interne, on parle de 30 pétabytes de données, enfin de données réseau. Et ça vous donne en fait l'impact que le réseau a eu à l'intérieur de la détection. Ce n'était pas que des endpoints, c'était aussi la partie réseau. Et pour information, du coup, on allait récupérer tous les flux, y compris au niveau des accès. Donc, vraiment, tout du PC de l'utilisateur jusqu'à l'accès Internet, on avait une visibilité sur l'ensemble des flux. À la fin, ça veut dire quoi tout ça? On a eu plus de 1000 tickets d'incidents de sécurité, enfin pas d'incidents, on a eu des tickets sur l'outil de déclarer. À l'intérieur, on a eu 15 incidents critiques, mais on a eu 0 impact et on n'a pas eu à déclencher les équipes de réponse à incidents qui étaient prévues pour pouvoir endiguer les attaques s'il y en avait. D'accord? Donc on a eu 15 levées de doute énormes, mais par contre, 0 impact à la fin sur les jeux. Donc, je vous ai dit, Cisco était présent dans le SOC. Qu'est-ce que ça veut dire, Cisco présent dans le SOC? Pourquoi est-ce que... qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on avait 3 places. Donc, le SOC des JO, c'était plus ou moins 15 personnes, d'accord? Dans les 15 personnes, c'était 15 shifts, donc 15 shifts x 2, parce que du coup, il fallait faire les horaires étendus. Et donc, du coup, dans ces shifts, on en avait 3, d'accord? Et nous, on a décidé, donc c'est nous un peu qui avons staffé, et aussi sur demande du chef du SOC, on a choisi en fait de positionner des gens. Donc, on a mis évidemment une position d'une personne de Talos pour faire la réponse incident, pour faire du threat hunting, pour faire du compromise assessment et pour faire le lien aussi avec la CTI qui permettait en fait d'envoyer des informations aux partenaires des jeux, donc typiquement la RATP et la SNCF. On pouvait envoyer en fait des informations pour qu'eux puissent prendre ça en compte pour se protéger dans leur réseau en plus derrière. Deuxième position, il y a eu une position d'expert cybersécurité Cisco qui connaissait les solutions et qui, du coup, dans un cas d'accident, pouvait investiguer sur les solutions elles-mêmes et pouvait déployer et préparer des configurations qui permettaient d'arrêter les attaques. Et puis, troisième place, à la base, ce n'était pas prévu, mais c'était une demande supplémentaire de la part du SOC des JO, c'est un expert réseau. En fait, on s'est rendu compte, quand on a fait les premières mises en place du SOC, c'est que on avait beaucoup de gens qui étaient capables de faire des incidents, de traiter des incidents et de traiter de la télémétrie qui venait des endpoints et des systèmes et des applications. Mais côté réseau, on avait énormément de mal. Et comme je vous ai dit, on a vu dans la télémétrie qu'on avait plus de 30 pétabytes de data au niveau juste réseau. Et donc, du coup, on a, nous, proposé de positionner quelqu'un de l'équipe réseau qui a intégré le réseau des JO à l'intérieur du SOC. Comme ça, lui, il pouvait faire quoi? Il avait la connaissance parfaite du réseau et de l'infrastructure du client. Et en plus de ça, il pouvait travailler sur les détections de type réseau et il pouvait du coup manipuler des solutions comme des NDR de façon vachement poussée pour permettre de détecter des signaux faibles et éviter du coup d'avoir un risque de compromission à ce niveau-là. Au cas où si le DR ne voyait pas quelque chose. D'accord? Et dans tout ça, XDR en fait a pris le centre de la centralisation du dispositif. C'était pas prévu comme ça à la base, hein, mais de base en fait XDR a pris vraiment énormément de place. Parce que du coup, on pouvait, dans XDR, corréler toutes les informations qui venaient du réseau, toutes les informations qui venaient du système, donc des EDR.
Et on verra après, il y a bien plus de DR que juste le DR Cisco à l'intérieur du dispositif. Et là, sur la photo, vous voyez en fait à quel point XDR a pris de la place. Parce que là, vous avez globalement la photo de comment le SOC était arrangé au niveau des gens et comment est-ce qu'ils travaillaient. Et vous avez ce qu'on appelle un threat wall au centre de la photo. Vous avez 2 grands écrans. Et sur ces 2 grands écrans, en fait, c'est quoi? Ce sont des dashboards XDR. D'accord? Donc, c'était vraiment position centrale et ça nous a permis en fait de pouvoir faire des investigations, etc. pendant les jeux. J'ajouterais peut-être 2 commentaires, Jonathan. Le premier, c'est, je trouve que ce retour d'expérience est intéressant parce qu'en fait, il permet d'illustrer ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'un SOC, ce n'est pas uniquement une gestion des alertes, c'est également du hunting, comme tu l'as dit, la recherche de compromission. C'est également une connaissance des menaces, du paysage des menaces avec de la CTI, mais c'est aussi l'expertise sur les différentes technologies qui sont utilisées par nos clients. Donc ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième, c'est, je pense également qu'un SOC doit être efficace qu'à partir du moment où il a des télémétries qui proviennent de différents composants. Et ça, je pense que les Jeux Olympiques, le comité a compris ça et a déployé l'ensemble des 95% des solutions de sécurité de Cisco, mais c'est vraiment important. Aujourd'hui, on a énormément de clients qui, et ce qui est normal, décident de faire du MDR, du SOC basé sur de l'EDR. On pense qu'il vaut mieux rapidement aller vers de l'XDR avec un certain nombre de composants qui seraient consolidés dans cette XDR. Et d'ailleurs, c'est le sens de l'offre qu'on a pu créer avec Cisco. Oui. Et donc, du coup, ce à quoi aussi j'ajouterais, le réseau est super important dans la détection parce qu'en fait, dans ce réseau-ci, on avait énormément de BYOD parce que je vous ai dit, il y a des journalistes qui se connectaient au réseau pour avoir accès, pouvoir publier leurs articles. Et donc, du coup, imaginez si jamais il y a un problème au niveau réseau ou ça, tout devait tourner comme sur des roulettes parce que sinon, voilà. Et ces PC-là, on les maîtrisait pas. Donc, on ne pouvait pas avoir un EDR sur place pour pouvoir maîtriser les incidents. Et donc, ici, vous avez une image du dispositif SecOps, donc vraiment du dispositif de visibilité d'incidents de sécurité. Et ce n'est pas un slide que Cisco a produit. D'accord? Ça, c'est un slide que le comité et le SOC des JO a créé pour pouvoir documenter en fait son architecture. Donc, ce n'est pas nous qui avons choisi de mettre XDR au-dessus, c'est le client qui a choisi de par l'usage qu'on a fait de l'outil. D'accord? Donc, en fait, sur XDR, on a intégré, donc on voit tout un tas de flèches, on a intégré plusieurs solutions, des solutions Cisco, des solutions non Cisco. On voit côté endpoint, côté intégration endpoint, c'est le carré du milieu. On voit du coup du Windows Defender, du CrowdStrike. Il y avait aussi une partie de Secure Endpoint sur les machines Linux, d'accord? Et on a aussi le Device Manager Intune, d'accord? Et du coup, on a intégré selon 3 briques, le network, le endpoint, l'identité. Et quand les intégrations n'étaient pas possibles à faire directement avec XDR, où elles prenaient trop de temps à faire, où elles étaient trop complexes à mettre en place, du coup, on a utilisé des systèmes de proxification, c'est-à-dire on a utilisé des solutions Cisco qui permettaient plus rapidement de mettre en place. Parce qu'on n'a pas eu un temps infini non plus pour déployer cette architecture. D'accord? Et donc, on voit tout un tas de choses. On fait du firewall, de l'identité avec des IDP comme EntraID et GitHub et ce genre de choses. Et tout ça, en fait, XDR nous donnait un single pane of glass pour voir tous les incidents et faire les détections sur ça. Mais la détection, il n'y a pas que la détection dans XDR. Il y a aussi la réponse qui est super importante. Et donc, avec toutes ces intégrations, on pouvait faire de la réponse sur l'ensemble des flèches que vous voyez pour pouvoir endiguer les attaques. Okay? On détectait quelque chose, mais quand on détectait quelque chose, on disait « Ok, non, là, on va endiguer l'attaque ». Et donc, du coup, c'est le principe du projet install que vous voyez là. En fait, avec le client, au fur et à mesure des jeux et avant les jeux et en préparation, ils ont utilisé plus ou moins 350 workflows, dont 140 qu'on a créés avec eux sur mesure pour pouvoir répondre et s'adapter à leur métier. D'accord? Parce que pour moi et pour nous, avec Louis aussi, on a la même vision, c'est que une solution de détection et de réponse aux incidents de sécurité doit s'adapter au métier du client pour pouvoir faire des réponses efficaces. D'accord? Et donc, du coup, notamment là, dans les 140, dans ces 350 playbooks utilisés, il y a eu en tout 7500 exécutions de ces playbooks sur la période juin à septembre, c'est-à-dire un mois avant les Jeux jusqu'à fin des Jeux paralympiques. Et donc, du coup, dedans, on a eu plus notamment de 131 machines blacklistées à l'intérieur du réseau parce qu'elles comportaient un comportement malveillant. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, on avait un tas de BIOD, donc c'est des machines BIOD qui se sont fait blacklister.
pour ne pas qu'elle puisse accéder aux ressources à l'intérieur des JO. Et donc, notamment dans les intégrations, vous voyez ici, par exemple, on a travaillé avec le SOC pour créer un chatbot, en fait, pour qu'eux, ils aient un interfaçage unique. À travers XDR, on arrivait à piloter en parlant via WebEx, à piloter Windows Defender, à piloter CrowdStrike, à piloter des choses avec des commandes pour permettre aux analystes d'aller beaucoup plus vite dans la réponse à l'incident et donc du coup d'améliorer en fait l'efficacité du SOC. Et finalement, pour vous donner l'aspect intégration métier, en fait, on a créé un playbook au moment où les PC ont commencé à être volés dans les trains et où dedans il y avait des plans sur l'infrastructure des JO. En fait, on a créé un playbook avec le client pour, quand on déclarait qu'un PC était volé, automatiquement, on pouvait le remettre à zéro via Intune, à travers le playbook, donc XDR. On pouvait reset le mot de passe de l'utilisateur et on le déclarait dans la CMDB comme étant volé. D'accord ? Et donc, du coup, en plus, donc, il suffit juste d'appuyer sur un clic, on tapait le nom du PC et pouf, tout à coup, il était remis à zéro à distance, utilisateur avec un peu de passe reset et en plus de ça, on avait supprimé le PC de la CMDB. Et c'est ça qu'on dit s'adapter, adapter la réponse aux besoins clients, adapter la réponse au métier client. Merci Jonathan. Je crois qu'un des points importants par rapport à ce qui a été dit, c'est que pourquoi on a fait ce retour, hein, c'est, comme l'a dit Jonathan, ce qui est important, c'est comprendre que les JO, c'est presque une loupe. On pourrait presque appliquer une loupe sur un système d'information modèle qu'on pourrait appliquer presque dans toutes les entreprises ou dans toutes les organisations, quasiment. Hein, comme l'a dit Jonathan, il y a du réseau, il y a du endpoint, il y a l'identité. On fait le lien entre tout ça, on met en place de la gestion des alertes, on connaît ces menaces et on met en place, pourquoi pas, des playbooks de réaction liés à vos métiers. Donc, c'est quelque chose qui est important. Mais on a voulu également travailler avec Cisco pour que cette proposition soit accessible. Et ça, c'est un point important. Avant de voir cette accessibilité, juste un rappel sur la partie SOC chez Nomios. 3 aspects. Lorsqu'on parle de SOC, il y a trois piliers importants pour un SOC. La technologie, mais ça, c'est le pilier le plus utilisé généralement. Le deuxième, c'est la partie process. Et le troisième pilier, c'est la partie humaine. Je ne vais pas revenir sur la partie technique qui est à gauche, mais en gros, retenez que nous, à travers notre SOC, nous sommes en capacité à consolider la télémétrie des alertes de toutes ces briques bleues qui appartiennent à nos clients. Et nos analystes au-dessus de ces briques bleues vont, grâce au SOC, exécuter des playbooks, comme on l'a vu au niveau des JO, mais aussi répondre aux incidents et faire de la recherche de compromission. Le deuxième pilier, comme je l'ai dit, c'est la méthodologie. Il est important d'avoir un process maîtrisé. Là, on l'a simplifié avec un signe infini parce qu'on parle de processus d'amélioration continue, avec une phase de build qui est en orange et en gris, et une phase de run en bleu et en jaune. Pour faire simple, dans l'orange, on va analyser votre existant, on va vous proposer des règles de détection. Dans le gris, on va les implémenter, on va mettre en place la gestion des alertes. Comme on l'a dit, on ne va pas réagir à la même alerte de la même façon entre 2 clients ou 2 organismes totalement différents. Et une fois que le build est réalisé, on va passer à la phase de run, en bleu et en jaune, comme je l'ai dit, investigation, remédiation quand c'est possible, automatique, semi-automatique ou même pourquoi pas manuel. Et derrière, une analyse du patient zéro et la recommandation quand c'est possible. Et dernier aspect, mais peut-être le plus important d'un SOC, l'humain. Chez Nomios, l'humain, eh bien, c'est une équipe qui est assignée à un client. Donc, le client travaille avec toujours la même équipe. Et cette équipe, elle est composée d'un service delivery manager, donc le chef de projet, qui va animer les comités opérationnels et les comités de pilotage, un analyste N3 référent et des analystes N2 référents. Vous avez noté qu'il n'y a pas d'analyste niveau 1 parce qu'on a réussi à automatiser la partie triage qui est faite par le SOC. Donc, pour en revenir à l'offre qui a été créée avec Cisco, comme je l'ai dit, le fil rouge de cette offre, eh bien, c'est de vous proposer tout ce qui a été fait dans le cadre des JO, mais à votre échelle et à votre mesure. Donc, on a fait une première offre qui s'appelle Modern SOC Essential et qui permet, dans cette offre, de mettre en place une détection et une réponse 100% Nomios et Cisco. C'est qu'on va avoir toute la brique dont a parlé Jonathan, Cisco XDR, une partie protection des emails dans le cloud, une partie évidemment protection des postes de travail et une partie visibilité réseau qui est corrélée avec la partie EDR. Dans cette offre Modern SOC Essential, vous avez l'ensemble du stack qui est proposé par Cisco. Donc, c'est une offre
100% Cisco, et dans laquelle on pourra, c'est ce qu'on voit dans la petite brique grise à gauche au milieu, on pourra en plus intégrer de la télémétrie et des logs provenant d'autres solutions Cisco. Meraki, Duo, Umbrella. Donc, si vous êtes déjà un client Cisco, ça sera d'autant plus facile et encore plus complet en termes de visibilité et détection. Le deuxième package, qui s'appelle Modern SOC Advantage, eh bien, vous avez Cisco XDR, c'est la brique centrale que vous avez dans les 3 packages, mais dans la partie Advantage, on va intégrer l'EDR ou des sources d'un autre éditeur. Là, on a mis des logos, hein, donc Microsoft, CrowdStrike, Darktrace et d'autres. Donc, une fois encore, on fait attention à votre existant. Il est possible que vous veniez d'investir sur une autre technologie d'EDR. Ça serait dommage de ne pas bénéficier de l'ensemble de l'offre. Et c'est pour ça qu'on a créé SOC Advantage, qui est totalement compatible avec certaines sources tierces. Et puis, le dernier package, qui s'appelle Modern SOC Premier, où là, on va combiner eh bien, les 2 premières. Donc, on va avoir Cisco XDR, la protection email de Cisco, la partie EDR de Cisco, la partie NDR, donc la solution de supervision ou de visibilité réseau et de détection des menaces dans le réseau, plus, si c'est nécessaire, une intégration tierce pour certaines briques que vous possédez déjà, et une réassurance, donc en plus de la partie SOC Nomios, vous allez avoir une réassurance via l'équipe Talos de chez Cisco. Donc, en synthèse, pour ce slide, 3 offres basées sur Cisco XDR. La première, Essential, 100% Cisco. La deuxième, SOC Advantage, où l'on commence à intégrer des solutions tierces. Et la troisième, Premier, qui est la combinaison de 2 premières avec la réassurance chez Talos. Mais ce qui est intéressant, en plus de ça, c'est qu'évidemment, c'est la technologie plus le SOC. Hein, c'est bien les 2 ensemble. Vous ne pouvez pas décorréler les 2. Dans ces 3 offres, vous avez à chaque fois le SOC Nomios en plus de la partie Cisco. Et on a essayé, comme je vous l'ai dit, de faire cette offre la plus abordable possible. Donc, c'est peut-être le seul slide un peu commercial de la présentation pour ce webinaire. Pour la partie SOC Essential, qui est la première offre, hein, que vous vous souvenez, 100% Cisco, avec l'offre Nomios, on est arrivé à un tarif qui est aujourd'hui extrêmement agressif, qui permet d'avoir l'ensemble des technologies Cisco dont on a parlé, XDR, email, EDR et visibilité réseau, plus le SOC Nomios pour 4 € par utilisateur par mois. Alors, il y a quelques prérequis, hein, la partie ingestion des données avec une certaine limitation, mais c'est formel. La plupart des cas, les clients qui ont déjà acheté ce type d'offre rentraient complètement dans les clous. Donc voilà, en synthèse, une offre accessible au niveau tarifaire, intéressante parce qu'elle couvre les domaines dont on a parlé tout à l'heure, donc XDR, email, EDR, endpoint, et le service SOC Nomios tel que j'ai pu le décrire. Voilà, nous sommes au bout des slides. Merci, messieurs. Du coup, on avait une petite question sur le SIEM déployé, si c'était du Splunk. Tu as déjà répondu un peu dans le chat. Est-ce que tu veux compléter un petit peu ta réponse? Non, du coup, on l'a vu dans le slide, en fait, le SIEM qui avait en place, notamment pour faire certaines actions de threat hunting, pour aller chercher des logs précis, c'était Azure Sentinel. Et donc, du coup, c'était plus. Ah, c'est l'autre. C'était Azure Sentinel, mais du coup, la question est si jamais, alors je ne sais pas si jamais on avait déployé ce SIEM avant, après le rachat de Splunk par Cisco, parce que là, en l'occurrence, quand on l'a monté, ce n'était pas le cas, c'était pas encore un produit Cisco. Est-ce que ça aurait été du Cisco? Je ne saurais pas dire, je ne peux pas me projeter. Par contre, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré Sentinel. Vous voyez, notamment, il y a certaines choses où on est passé par Sentinel en fait pour faire des intégrations type syslog. Parce que du coup, les intégrations étaient trop complexes à monter sur XDR dans le laps de temps qu'on avait. Donc, on a utilisé l'intégration SIEM pour pouvoir venir chercher de la data. D'accord. Ok. On avait une autre question sur le Alibaba Stock. Ouais, c'est Alibaba Cloud du coup, Alibaba je pense. Okay. Et donc du coup, effectivement, le provider IAS, donc infrastructure as a service du comité olympique, était du coup Alibaba Cloud. Donc il y a eu une partie où ils ont été forcés de ramener des VM sur un data center on-premise. Et donc du coup, effectivement, dans XDR, on a créé certaines détections, mais c'est pas des détections on les a faites sur mesure en fait pour le comité olympique. On les a pas faites, elles sont pas supportées normalement dans XDR. Je crois qu'il y a une question supplémentaire. Ouais, une autre question. Quelle est la relation des tâches entre Atos, Evident et Nomios?
Donc, je vais répondre. Donc, côté comité olympique, le partenaire officiel de la partie SecOps, c'était Atos. D'accord. Donc, du coup, Eviden opérait notamment certains sièges du SOC. Là, en l'occurrence, on vous présente un retour d'expérience sur XDR. Donc, c'est un exemple. Et en fait, on travaille avec Nomios, nous, pour créer une offre plutôt orientée moins mondiale / énorme architecture complexe pour les clients de façon tout venant en France. D'accord. Donc, du coup, là, en l'occurrence, Nomios, pour être clair, Nomios n'a pas été impliqué dans l'architecture et dans le déploiement du SOC du comité olympique. Par contre, je peux juste compléter, on n'était pas évidemment intégré dans cette architecture et dans le service qui est fait par Cisco et les autres partenaires. Néanmoins, nous, on a été sur le pont également, puisque la plupart de nos clients, et certains clients étatiques d'ailleurs, étaient peut-être un petit peu inquiets par rapport à la tournure des événements pendant les JO en termes de menaces. Et donc, nous ont demandé d'être sur le pont. Donc, nous, on a été sur le pont pendant 1 mois et demi avec 100% des effectifs opérationnels, malgré le fait que ça soit passé quand même entre juillet, août et un peu septembre. Ça a été un petit peu délicat en termes de gestion des ressources, mais on a été, comme je l'imagine, la plupart des SOC en France, complètement sensibilisés à cette période un peu délicate et complètement opérationnelle. Et qu'est-ce que vous avez vu Alors, nous il y a des parties qui sont en dehors de notre périmètre. Typiquement, la partie DDoS. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'attaques de type déni de service qui ont été opérées et qui ont, la plupart du temps, sont complètement bloquées quand on a un abonnement qui va bien avec son opérateur ou avec certaines technologies que nous, on revend, type Radware, F5 et d'autres. Mais on n'a pas eu d'attaque particulière spécifique au JO. Même en phishing, on pensait peut-être avoir des choses un peu de type spear phishing dédié JO avec une accroche un peu autour des JO ou des places ou des trucs qui auraient pu être du genre si vous cliquez là, vous avez des places gratuites pour les JO. Enfin, je sais pas, des choses qu'on aurait pu imaginer. Non, ça n'a pas été très notable. Nous, on les a vus, ces attaques-là, mais on les a vus sur les volontaires en fait, des JO. Donc, il y a eu énormément de comptes de sites qui ont été créés pour essayer de spoofer, pour récupérer des numéros de carte de crédit, etc., qui ont été envoyés de masse par mail aux gens du comité olympique. Et du coup, notamment, il y avait un cas d'usage avec Umbrella où on se demandait à chaque fois, OK, est-ce que quelqu'un sur l'architecture a été consulter ce site? On tapait simplement dans XDR, on appuyait sur investiguer, et puis pouf, on avait l'ensemble des utilisateurs et des machines qui s'étaient connectés sur ce site web, et du coup, on savait faire une réponse automatisée et une réponse targetée. Par exemple, dans les 131 endpoints blacklistés, ça faisait partie de ce genre de problématique. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous avez d'autres questions. Et moi, j'ai d'autres questions qui sont arrivées sur la partie questions. Plus pour toi peut-être, Louis, quelle est la différence principale entre le SOC mis en place pour les Jeux olympiques et celui qu'on mettra en place pour une collectivité locale? Alors, la différence quand même, elle est sur l'échelle. Il faut quand même se l'avouer, même si tu l'as dit tout à l'heure, c'était environ 4000 personnes au niveau du CIO. Il y avait quand même des journalistes, il y avait des réseaux, c'était sur multi-sites, plein de sites différents. Honnêtement, moi, j'ai peu de clients avec ce type d'échelle. C'est quand même une échelle assez importante, avec énormément de composants. Il faut quand même se le dire. La plupart de nos clients n'ont pas toute l'intégralité des systèmes de protection qui ont pu être mis en place. Malheureusement, je dirais, sur les JO, on aimerait bien avoir ça en face de nous. À minima, on retrouve, lorsqu'on est, en discussion avec nos clients, lorsqu'on peut faire des recommandations, on est à minima sur l'essentiel qui ont été intégrés dans l'offre, à savoir du réseau. Il est important quand même de garder cette visibilité réseau, alors que ce soit à travers du NDR ou du firewalling, mais au moins, il faut cette visibilité réseau. Évidemment, le DR, le endpoint, même si on sait aujourd'hui qu'il y a quelques technologies qui pourraient permettre de bypasser ou de bloquer un peu le DR, il est important pour ça d'avoir donc justement du réseau. La troisième partie qui est sur l'email, parce qu'on sait tous que l'email reste un des vecteurs les plus importants d'attaque aujourd'hui. Je ne reviens pas sur la question du spear phishing ou d'autres points, mais l'email reste un vecteur important d'attaque. Donc, il faut aujourd'hui une visibilité et une protection de ces emails. Et le dernier point, c'est la partie identité. On fait face, et là c'est complètement hors JO, enfin j'imagine que ça a dû arriver pendant le JO, mais hors JO, on a aussi aujourd'hui pas mal de menaces
autour de la partie vol de credentials, de mots de passe, à cause des infostealers. Vous connaissez le principe, hein, vous êtes chez vous avec votre PC perso, qui est peut-être moins bien protégé. À cause du navigateur, vous avez enregistré des mots de passe corporate. Vous faites corrompre involontairement votre poste de travail à la maison et instantanément, les pirates, via des infostealers, auront accès à des cookies ou des passwords qui permettront de se connecter sur le système d'information de votre employeur ou de vos partenaires. Donc ça, c'est quelque chose auquel on a affaire. Et donc là, je rejoins ce que disait Jonathan tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas que la partie alerte, il y a aussi la partie anticipation avec, par exemple, la partie CTI, surveillance du dark web et du deep web. Aujourd'hui, la plupart de nos clients matures nous demandent également une surveillance de la partie donc web, alors web au sens très large, hein, donc deep, dark et open web, pour justement anticiper. Si on a une menace, on a une alerte aujourd'hui disant attention, il y a un PC dans la nature quelque part qui a été corrompu via un infostealer et dedans il y avait les mots de passe ou en tout cas des comptes qui correspondent à votre entreprise. Bon, la première réaction, comme le disait tout à l'heure Jonathan, c'est quand même d'exécuter un playbook qui va désactiver le compte utilisateur. Comme ça, au moins, on est tranquille que la personne a utilisé oui ou non le même mot de passe. À la limite, on ne se pose pas la question. On fait un reset du password de cet identifiant de cet utilisateur. Donc voilà. Donc c'est pas la même. En synthèse, ma réponse, pas la même échelle. Évidemment, un peu moins de technologie, mais les mêmes objectifs, les mêmes drivers, comme par exemple l'utilisation de la CTI. Ce à quoi je rajouterais quand même sur la partie échantillonnage du réseau et de la télémétrie, peut-être pas aller chercher jusqu'au port d'accès, parce que là, ça vous génère en fait un taille de télémétrie. Nous, on voulait vraiment tout voir. Du coup, là, en l'occurrence, on peut rester sur la distri ou sur les cœurs pour éviter d'avoir trop de télémétrie qui remonte et du coup de maîtriser en fait les coûts de la solution à la fin. Et puis du coup, côté Threat Hunter, on en avait 3 quand même qui tournaient en boucle, un Talos, un Microsoft, un CrowdStrike. Je ne pense pas qu'on ait besoin des 3 à la fois quand on n'est pas sur un événement mondial regardé par plusieurs milliards de personnes. J'ai encore une dernière question. Comment est effectué le 24/7 pour le SOC chez Nomios et donc cette offre est-elle en 24/7? Oui, très bonne question. J'ai dit tout à l'heure qu'un SOC devait opérer en 24/7. On fait toujours attention chez Nomios à avoir une offre abordable, ce qui fait qu'on a fait en fait 2 offres, partie 24/24. On a une offre qui est vraiment abordable et qui permet de travailler sur de l'astreinte et donc toutes les alertes catégorisées comme du P1. Alors, on voit en amont avec nos clients pour savoir qu'est-ce qu'on considère comme être du P1, parce que ça dépend d'un métier à l'autre. Ça dépend d'un périmètre à l'autre, hein, je l'ai dit de nombreuses fois, mais c'est la réalité. Donc, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce que c'était qu'un P1, on va être en capacité, avec cette offre, de déclencher quelqu'un en France, dans votre langue natale, ou en anglais si c'est votre souhait, mais qui va travailler sur ce P1. Donc ça, c'est un mode astreinte, on appelle ça le mode astreinte. Mais on sait faire aussi un mode pupitré, donc c'est le contraire du mode astreinte. C'est-à-dire que là, on a des humains devant les écrans 24/24 et ça, c'est opéré depuis la Pologne, mais depuis Nomios Pologne, donc une entité polonaise, puisqu'aujourd'hui, on couvre 7 pays en Europe et le site en Pologne était déjà opérationnel en 24/24 avant même son rachat. Donc, on a capitalisé sur sa capacité à tourner en 24/24. Donc, en synthèse, une option astreinte qui correspond à 90% des cas. Honnêtement, 80% de nos clients prennent l'astreinte et ça marche très bien, y compris des gros clients. Mais quand il faut une surveillance pupitrée humaine, si c'est le souhait du client, on sait le faire et c'est évidemment un peu plus cher. Merci beaucoup, Louis. Je n'ai pas d'autres questions. Donc, on vous remercie tous pour votre présence à notre webinaire. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir.